Ce matin, nous recevons M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État chargé du numérique auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre de l'Action et des Comptes publics. Monsieur le ministre, vous avez été président du Conseil national du numérique entre février 2016 et janvier 2017, avant d'être nommé secrétaire d'État chargé du numérique en mai 2017. À ce titre, vous participez à l'élaboration du cadre juridique relatif au numérique, aux technologies d'avenir et aux plateformes, à l'échelle nationale, européenne et internationale. Vous veillez également aux droits et libertés fondamentaux dans le monde numérique. Les travaux de notre commission rejoignent l'actualité la plus récente. Madame Laetitia Avia porte en ce moment une proposition de loi de lutte contre la cyberhaine. Il s'inscrit à la suite d'un plan d'action que vous aviez présenté en février dernier contre les contenus haineux sur Internet. Parmi les mesures annoncées dans la proposition de loi de Madame Avia figure un délai de 24 heures maximum exigé des plateformes pour retirer les contenus illicites, un bouton de signalement unique commun à toutes les plateformes, un alourdissement des sanctions financières pour les utilisateurs délinquants, enfin la facilitation du blocage et des référencements par les fournisseurs d'accès à Internet sur instruction d'un tribunal qui concernera tout particulièrement les sites miroirs. Il est certain que ces mesures s'appliqueront pleinement au contenu de haine diffusé par les groupuscules d'extrême droite. Avec vous, nous allons donc pouvoir échanger sur le cadre juridique actuel relatif au numérique et qui concerne les groupes d'ultra-droite. Nous souhaitons également profiter de votre présence ici pour faire un état des lieux sur la présence et la manière dont sont utilisés les réseaux sociaux par les groupuscules d'extrême droite et les moyens juridiques déjà existants pour y faire face. Afin de démarrer, je vais vous soumettre plusieurs questions liminaires auxquelles vous aurez la possibilité de répondre au cours d'un exposé introductif d'une quinzaine de minutes. Alors, sur la réponse des pouvoirs publics, je voudrais savoir, M. Tristan Mendes France a souligné un défaut de connaissance des nouveaux usages, pratiques et codes numériques de la nouvelle génération d'extrême droite par les pouvoirs publics. Qu'en pensez-vous et comment y remédier? Quels sont, selon vous, les principaux obstacles à la lutte contre les contenus illégaux diffusés et relayés en ligne, en particulier par les groupuscules d'extrême droite? Quelle est la stratégie des pouvoirs publics pour lutter contre la publicité programmatique qui peut financer des plateformes racistes, négationnistes, antisémites, misogynes, etc. Sous la houlette des pouvoirs publics, dans le domaine de la lutte contre le piratage, a été signée une charte dite Follow the Money, frappée au portefeuille, visant à assécher les revenus financiers des sites de piratage. Est-ce qu'une démarche existe en matière de lutte contre les contenus de haine? Je vous laisse la parole. Madame la Présidente, je vous remercie. Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux qu'on puisse passer ce temps ensemble pour parler de nouvelles pratiques numériques, des groupuscules d'extrême droite et de ce qui se passe dans ce monde numérique. Aujourd'hui, les conversations et les volumes de conversations générés par ces sphères rivalisent avec certains médias traditionnels, notamment les médias écrits, mais aussi les médias télévisuels. Et vous avez certaines dynamiques ou certains groupuscules qui peuvent générer des audiences de plusieurs centaines de milliers, voire plusieurs millions, les rapprochant ainsi des médias qui ont eu jusqu'à ce jour, et j'utilise le passé, le plus d'impact sur les Français. Cet écosystème, il est composé de multiples acteurs. Alors on a les grosses marques, les marques de l'extrême droite, les marques de la fachosphère. Il y a F de Souche, peut-être la plus ancienne. Il y a Égalité et Réconciliation, Boulevard Voltaire, Démocratie participative. Alors à chaque fois, vous avez traditionnellement un site internet qui est à l'origine du dispositif, un site internet blog, mais on ne dit plus trop blog, ça n'est plus trop à la mode. On dit un site avec des articles. Et ces sites avec des articles ont créé ces dernières années des déclinaisons sur les réseaux sociaux, sur les multiples réseaux sociaux. Alors soit pour simplement décliner leurs articles, soit des comptes de réseaux sociaux actifs et qui ne font pas et qui ne jouent pas le même rôle que le site. Et ça, c'est intéressant de voir, malheureusement, que cette fachosphère a été la plus innovante dans ces pratiques-là. La fachosphère a été la plus rapide à utiliser des comptes Twitter comme des véritables comptes d'attaque, comme des véritables comptes d'influence et des véritables comptes d'impact. Alors, souvent, ces comptes sont sous pseudonyme, souvent, ils sont automatisés. J'ai dit, quand j'étais président du CNUM, qu'il y avait l'émergence de comptes bioman, moitié homme, moitié robot, c'est-à-dire des comptes où vous avez le volume d'un bot, c'est-à-dire que vous avez des contenus qui sont postés toutes les demi-heures dans une journée, mais de temps en temps, quand vous regardez dans le contenu, vous voyez bien qu'il y a un être humain derrière. Déjà, c'est moins bien écrit, vous voyez que ça répond du tac au tac, vous voyez qu'il y a une vraie dynamique. Et ça, c'est très important à regarder parce que ces comptes-là sont souvent les plus efficaces dans la propagation des contenus. Cette galaxie globale de comptes,
elles forment une galaxie d'amplificateurs qui sont en capacité de mettre en mouvement de manière quasi systématique tous les sujets polémiques, et notamment ceux relatifs à l'immigration. Ceux relatifs à l'immigration font l'objet d'une mobilisation générale de toute la fachosphère, parce que c'est peut-être le sujet qui les unit le mieux, et qui fait que sur ces sujets-là, quand vous regardez des grands graphes sociaux sur les dynamiques de propagation, vous pouvez redessiner l'intégralité des galaxies. Alors vous avez aussi là les pure players du pure player, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas nés d'un blog, qui ne sont pas nés d'un site avec des contenus, qui ne sont pas nés de compte Twitter, et qui sont nés en étant directement des comptes 100% Facebook, soit en démarrant par des groupes, soit en devenant assez rapidement des pages, ou alors des chaînes YouTube sans site affilié. C'est-à-dire que, à la façon des néo-YouTubers des 5 dernières années, ils se sont créés en fédérant une audience, parfois très importante, qui relaie des thèses et des contenus d'extrême droite, mais qui ne déclare pas ou qui ne verbalise pas son affiliation aux théories d'extrême droite. Elle ne fait que les incarner, les verbaliser. Là où, dans les grandes marques que je vous ai évoquées, il y a une fierté à se dire d'extrême droite, il y a une fierté à assumer son héritage profane ou ouais, je ne vais pas trop utiliser leur vocabulaire pour les décrire. Ensuite, vous avez, dans cet écosystème, un autre type de médias qui a émergé ces dernières années, que je mettrai dans cette sphère de la réinfosphère, et qu'il est polémique de considérer comme étant d'extrême droite, mais quand vous voyez qu'à de multiples reprises, ou que de façon permanente, les mêmes thèmes sont repris, vous vous posez la question de comment apposer un adjectif sur ces contenus, et qui partagent massivement leurs contenus qui sont en fait des écritures narratives sur des sujets qui les passionnent. Les immigrés, l'islam, l'antimédia, l'antisystème, l'antigouvernement, tout en leur donnant à chaque fois une caution de crédibilité. Et c'est là où c'est toujours extrêmement intéressant, c'est que ceux qui partagent, et qui sont plutôt issus de la première sphère que j'ai abordée juste avant, ont l'impression de partager un contenu qui hérite d'une plus grande caution de crédibilité, puisque rappelons que ce sont des médias avec des rédactions, avec des journalistes, et qui ne sont pas identifiés par ceux qui partagent leur contenu, notamment en bout de chaîne, comme étant des médias pouvant être manipulés ou téléguidés par un quelconque pouvoir extérieur. Ce qui fait que, et ça c'est très intéressant, quand on analyse les diffusions par certains comptes Twitter influents, mais notamment les moins influents d'entre eux, on peut poser la question, et à plusieurs reprises j'en parle sur les réseaux sociaux, pas uniquement quand j'en suis la cible, avec certains comptes où les personnes postent avec leur compte, avec leur identité traditionnelle, et parfois même des gens de ma circonscription, de l'endroit où j'habite, là où la députée O est députée, et donc je leur écris, je fais mais pourquoi vous avez partagé ça? Il faut mais c'est un média ou c'est pas un média? Et donc ça pose une vraie question, parce que leur tampon de médias valide certaines thèses, valide le droit qu'on se donne de partager massivement certaines informations. Et là, je crois que ça pose des questions. Parce que les fameuses marques dont je vous parlais, F de souche, égalité, réconciliation, Boulevard Voltaire, démocratie participative, quand on partage un contenu de ces marques-là, on assume qu'on fait partie de la bande. Aujourd'hui, cette sphère de l'extrême droite, elle se déploie sur toutes les plateformes sociales, toutes, absolument toutes. D'abord Facebook, avec de nombreux groupes, YouTube, Twitter, Instagram. Mais ça, je pense que d'autres vous en ont parlé, vous en parleront. Ce qui est intéressant, ce sont les nouveaux territoires. Les messageries privées cryptées, Telegram et WhatsApp. Quand il s'agit de groupes de discussion de 5-10 personnes, ce n'est pas une réinvention du réseau social. C'est une pratique traditionnelle. Et avant ça, les fachos utilisaient déjà le téléphone, ils utilisaient aussi les SMS, et ils l'ont fait. Mais par contre, quand ces groupes se transforment en groupes de 1000 personnes, en groupes de 600 personnes, là, on change l'usage. Là, ça devient un vrai groupe de discussion. Là, ça devient un média. Et là, il y a une volonté de diffuser des contenus avec l'objet que derrière, elles puissent sortir de cette boucle et aller à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est vraiment une zone complexe parce qu'il s'agit de messagerie privée, il s'agit de messagerie cryptée, il s'agit de messages échangés à travers ces applications. Mais vous voyez bien que la qualification juridique ne correspond pas véritablement à l'usage. C'est-à-dire qu'on qualifiera à chaque fois les messages envoyés là-dessus de messages protégés par le droit de la correspondance privée. Et en même temps, quand il est envoyé à 1000 personnes, il faut se poser la question de son caractère presque public. Il y a une autre plateforme qui est très importante, très intéressante, que je vous conseille de découvrir, qui est vk.com, qui en russe est Vkontact, qui s'est internationalisé en s'appelant VK,
et qui est un réseau social de contact à personne en Russie, où de nombreux... pour vous le dire, hein, tous mes amis russes ont leur compte depuis qu'ils sont au lycée. C'est-à-dire que c'est le jeuxvideo.com, c'est le Facebook. C'est-à-dire que cette plateforme n'est pas en soi d'extrême droite. Elle est une plateforme russe de contenu, de réseau social. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les premiers Français à y avoir créé des communautés, eux, ils sont tous globalement d'extrême droite. Vous avez la très belle communauté d'Alain Soral, avec près de 6000 amis. Vous avez la communauté de M. Boris Lelay, le fameux démocratie participative, avec près de 1500 amis. Vous avez Égalité et Réconciliation, près de 4500. Ces gens font du mal, et énormément de mal. Alors leur force, c'est qu'ils ont une rapidité à s'activer incroyable. Dès qu'un sujet d'actualité émerge, ils sont les premiers. Ils ont une capacité incroyable aussi à épouser les codes des différents réseaux sociaux et à jouer sur les émotions. Ils ont été très bons à l'époque des blogs, ils ont été très bons à l'époque des vlogs, ils ont été très bons à l'époque de l'arrivée des chaînes YouTube, ils ont été très bons à l'arrivée d'un Twitter informatif, puis d'un Twitter de combat. Puis ils ont à chaque fois adopté les meilleures pratiques les plus récentes de chacune des plateformes. Et aujourd'hui, sur VK, ils font de même. Ça leur permet d'influer sur l'agenda médiatique parce que souvent, ils remportent la bataille de l'attention en étant les premiers en volume et les premiers temporellement. En revanche, il est beaucoup plus difficile de prouver leur manipulation par des puissances étrangères. Et ça, je veux le dire, parce que souvent, on caricature la parole que peut avoir le gouvernement sur ces sujets. Depuis le début de cette audition et de mon intervention, je ne vous dis pas que ces groupes sont manipulés par des forces étrangères. Je vous dis que, par contre, ces groupes sont très structurés et qu'il est en train d'émerger aujourd'hui une internationale de l'extrême droite, une internationale de la fachosphère, qui va de l'alt-right américaine à certains pro-Brexit, en passant par certains nationalistes d'Europe de l'Est et d'Italie, qui sont capables, à certains moments, d'être dans une certaine synchronie, ce qui ne veut pas nécessairement dire qu'ils se sont coordonnés. Je n'en ai pas les preuves et je ne viens pas vous dire que l'État français en a les preuves, mais nous ne pouvons que constater que sur certains sujets, ils arrivent dans les mêmes moments à hisser certaines idées, certains contenus particulièrement forts. Alors, quelles actions nous menons? Et quelles actions seront à mener sur le sujet de la manipulation de l'information et de la haine en ligne? Alors d'abord, le rôle particulier des réseaux sociaux en tant que plateforme. Dans les médias classiques, dans les médias intermédiaires, éditorialisés, c'est très simple. On a l'auteur, on a l'éditeur. Il y a l'auteur qui a pensé l'idée, qui a écrit l'idée. Il y a l'éditeur qui a lu cette idée, qui a compris, qui a accepté qu'elle soit éditée sur son contenu et qui le publie. Et donc l'auteur qui a écrit un contenu illicite et l'éditeur qui a choisi de le publier, ensemble, ont une responsabilité très bien définie dans notre droit, avec une histoire de jurisprudence très claire, qui peut être contestée, mais qui est reconnue en France comme permettant le meilleur équilibre possible. Mais dans les réseaux sociaux, c'est différent. Et c'est pour ça que c'est compliqué. Parce que l'auteur fait toujours partie du problème, ça c'est assez clair, mais pose de nouvelles questions sur l'identification de l'auteur. C'est-à-dire que l'éditeur identifie son auteur. Quand il n'y a plus d'éditeur, qui identifie et comment identifier l'auteur? Et puis, il y a la question du rôle de la plateforme. La façon qu'on a de voir le rôle de cette plateforme, c'est de le voir à la fois comme une partie de la solution et une partie du problème. Le réseau social, il donne la parole à tout le monde et c'est pour ça qu'on les aime et c'est pour ça qu'ils sont puissants et c'est pour ça que dans toutes les démocraties, ils ont servi au plus beau dessein comme au pire. Ce qui est compliqué pour tous, c'est quand la plateforme, au nom d'une certaine neutralité, refuse à regarder ce qui se passe sur sa plateforme. Et aujourd'hui, la politique publique peut essayer de criminaliser chacune des actions de cette plateforme ou des non-actions de cette plateforme, mais elle a plus à gagner, et nous avons plus à gagner, à essayer de mobiliser cette plateforme pour être une partie de la solution dans l'objectif que nous nous sommes donné. Et donc, les inciter à agir, à organiser leur prise de responsabilité dans un cadre démocratique et sous le contrôle démocratique. C'est pour ça qu'il y a, pour nous, et dans toutes les déclarations que j'ai pu faire depuis longtemps, et notamment dans le plan d'action dont vous avez parlé et que j'ai publié il y a quelques semaines, et dans lequel la proposition de loi Laetitia Avia s'inscrit parfaitement, à la fois une volonté de sanctionner, reconnaître une responsabilité forte, mais aussi l'idée qu'il faut impérativement que ces plateformes puissent apporter, leur connaissance et leur information. Je rappelle que c'est elles qui ont l'information et les données sur ce qui s'y passe. Et deux,
elles peuvent mettre en place des dispositifs qui ne remplacent pas l'État, qui sont à la vitesse de leur propre réseau et qui permettent de faire de ces réseaux des espaces de dialogue intelligents et de paix et qui permettent d'éviter cette haine absolue. Alors, dans un deuxième temps, je voudrais qu'on aborde la loi sur la manipulation de l'information, qui pour nous est une première étape dans cette démarche. Vous savez que cette loi, elle instaure un élément nouveau dans notre droit, sur lequel on a peu d'expérience, qui est un devoir de coopération des plateformes. Et ce devoir de coopération, aujourd'hui, les modalités doivent encore être précisées par le CSA, mais elles seront une première brique de ce corpus législatif un peu nouveau, où on crée des obligations au niveau de la plateforme, on crée des obligations de partage d'informations de la part de plateformes qui permettent une meilleure action de l'État et qui permettent surtout, et c'est pour moi l'impératif, d'aller vite. Parce que, oui, un processus avec le juge dans 100% des cas est plus protecteur des libertés individuelles. Mais malheureusement, il est destructeur aussi des libertés individuelles quand les décisions, après plusieurs semaines ou plusieurs mois, arrivent longtemps après que les effets sur les victimes se soient pleinement déployés sur eux. Je rappelle l'objectif, il faut que le contenu soit le moins longtemps possible en ligne, parce que chaque seconde où ce contenu haineux est en ligne, il fait des victimes. Chaque fois que quelqu'un lit un contenu haineux de ce type, il fait une victime. Il abîme un peu plus. Le deuxième objectif de tous les dispositifs que nous mettons en place, c'est l'identification de l'auteur. Il faut qu'on puisse retrouver les auteurs de ces contenus haineux. Enfin, cette proposition, encore une fois, selon Laetitia Avia, proposera la possibilité pour une autorité administrative de demander aux fournisseurs d'accès, lorsqu'une décision de justice a été rendue sur le blocage d'un site, de bloquer les sites miroirs futurs qui pourraient apparaître. Ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, enfin si vous vous rendez tous compte de l'histoire, on a mis plusieurs années à arriver à une loi pour permettre l'interdiction d'accès à un site. Les premières décisions de justice arrivent. Dès les premières minutes de leur application, ces sites, comme un bras d'honneur à notre démocratie, ont ouvert de très nombreux sites miroirs. Et il a fallu relancer un cycle judiciaire pour demander le blocage de ces nouveaux sites. Et à chaque nouveau blocage, un nouveau bras d'honneur en la rouverture de nouveaux sites miroirs. Donc il faut qu'on se donne les outils d'un combat efficace contre ces sites miroirs. C'est pour ça qu'on partage pleinement tous les objectifs portés par la députée Avia. Je vous remercie. Effectivement, c'était pas exhaustif, mais quand même, vous avez balayé pas mal de choses et je vous en remercie. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, quelques questions, notamment sur la lutte contre les sites miroirs. Alors, si on parle beaucoup des GAFA, on parle très peu des moteurs de recherche français qui sont actuellement sur la toile. Et je voudrais revenir sur le réseau Quant, puisque le site Démocratie participative a été fermé et Google a mis une politique à ce qu'il n'apparaisse plus en référencement sur Google. Or, lors de la visite de Tristan Mendes France, il nous a demandé de nous livrer un petit exercice qui consistait à aller sur le moteur de recherche Quant, taper démocratie participative, et il se trouve que sur démocratie participative est référencé numéro 1 sur donc comment on peut mettre tout le monde sur le même pied d'égalité en ce qui concerne les moteurs de recherche. J'aimerais savoir si le statut des réseaux sociaux en tant qu'hébergeur doit passer sous un statut d'accélérateur de contenu, parce que aujourd'hui, comme vous le dites, ça va très vite et la communication se fait de plus en plus et de plus en plus massifiée. Et j'aimerais venir aussi sur les financements participatifs, parce que le mode de financement de l'ultra-droite passe par des cagnottes Litchi, pour pas les citer, enfin quelques sites de crowdfunding, mais aussi par le Bitcoin, puisque sur le site Démocratie participative, aujourd'hui, on peut aller donner du Bitcoin. Donc comment on fait évoluer aussi notre surveillance à ce niveau-là et le contrôle financier. Et enfin, je voudrais revenir sur l'OCLC-TIC. Nous sommes allés le visiter la semaine dernière et à ma grande surprise, 25 personnes s'occupent de l'ensemble des contenus des réseaux sociaux. Et si certains GAFA, notamment celui que vous avez cité dans votre propos liminaire, le plan Facebook, traite l'essentiel des demandes en ce qui concerne l'apologie du terrorisme et la pédopornographie, il n'en est pas de même pour les attaques racistes et antisémites, sachant que sur 11 demandes passées en 2018, aucune n'a été traitée par le site que vous avez évoqué tout à l'heure. Voilà pour mes questions, Monsieur le Ministre. Quand il y a eu des contenus fachos, quand il y a eu au début du web
des contenus ignobles. Je vous rappelle que les images les plus partagées, les vidéos les plus partagées, c'est des images de morts, des images de trucs dégueux. Tout ce qu'on n'avait pas le droit de partager dans le monde physique, on le partageait dans le monde virtuel. Mais ça concernait personne. C'est-à-dire que j'ai fait une campagne électorale en 2006 où quand il y avait 30 participants à une consultation en ligne, on était très heureux. Et on disait, c'est formidable, il y a eu 30 participants à une consultation participative, c'est génial. Et parce qu'à l'époque, quand il y avait un contenu facho, quand il y avait un contenu raciste, bah, il y avait peu de gens qui le voyaient. Et les quelques-uns qui le voyaient étaient plutôt surdiplômés et avaient de bons revenus parce qu'ils accédaient à Internet et qu'à l'époque, Internet était pas encore répandu dans toute la société. Et puis les choses ont fait que Internet s'est démocratisé dans la plus grande joie de tous et a fait que tous les membres de la famille ont commencé à se connecter à Internet et a fait que tout le monde a été confronté à ces contenus. Et donc ces réseaux sociaux qui avaient essayé de se faire passer pour des hébergeurs physiques, eh bien, tout le monde s'est rendu compte que ce n'était pas possible de leur reconnaître aucune responsabilité. Néanmoins, on ne pouvait pas les qualifier d'éditeurs. Parce que éditeur, c'est vraiment une définition qui vient du monde physique et qui voudrait que 100% de ce que j'affiche soit passé à travers les mains d'un être humain. Et ce n'est pas le cas. Donc, il y a la nécessité d'un troisième statut. Donc, il y a la nécessité d'y aller. Alors, on a plusieurs façons d'arriver à ce troisième statut. On peut y aller en modifiant à la marge par la loi les deux statuts existants et en créant une surresponsabilité de l'un ou une sous-responsabilité de l'autre pour pouvoir le reconnaître. La loi allemande ne fait pas trop le choix, elle crée cette obligation sans avoir à redéfinir le statut. Aujourd'hui, dans la proposition de loi qui sera proposée par la députée Avia, il faut savoir s'il faut verbaliser la création de ce troisième statut ou si la création de cette sanction et cette reconnaissance ne suffit pas en elle-même. Mais ce qui est certain, c'est que la prochaine Commission européenne et que le prochain Parlement européen aura à traiter de cette question. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire tourner Internet européen avec des règles de 2004 en 2020. Donc ce sera un véritable sujet d'importance sur la responsabilité des plateformes, sur la définition de leur statut, et qui doit tenir compte de cette troisième pratique. La mission Avia Tayyab Amelal a inventé ce mot que je trouve très adéquat d'accélérateur de contenu. Alors certains reprocheront le fait que c'est une vision non infrastructurelle du dispositif et que c'est une vision fonctionnelle de ce troisième statut. Mais une vision fonctionnelle, c'est aussi pratique aussi à voir. De façon infrastructurelle, ça pourrait, je vous l'assure, être à l'origine de débats sans fin entre experts sur est-ce qu'il s'agit d'une infrastructure logicielle ou est-ce qu'il s'agit d'une infrastructure semi-physique. Mais pourquoi pas avoir ce débat, mais il faut qu'on arrive à cette nouvelle définition. Je vous remercie. Avant de passer la parole à mes collègues, je voudrais juste revenir sur deux petits points qui n'ont peut-être pas été développés. C'est sur la charte Follow the Money, frapper au portefeuille, qui concerne à assécher les revenus financiers des sites de piratage. Est-ce qu'une démarche existe en matière de lutte contre les contenus de haine ou pas? Et est-ce que vous l'envisagez? Et puis je voudrais revenir aussi sur le fossé générationnel et les codes et la nécessité de l'éducation aux médias et avoir un peu votre regard sur la manière dont elle est mise en œuvre dans notre pays, sur ce qu'il faudrait changer, voilà, pour éviter ce fossé, pour que les jeunes générations aussi soient formées à ces codes-là, à l'image, à la manipulation éventuelle et au contenu qui y figure. Je vous remercie. Sur l'éducation, vous l'avez rappelé, et c'est un autre élément qui était dans le plan d'action et qui est même le premier élément du plan d'action, qui est de dire que l'éducation et l'information, pour moi c'est deux choses différentes mais qui sont importantes, sont la base de toutes les solutions. Aujourd'hui, Facebook, de façon volontaire, a créé un fonds en France d'1 million d'euros. Je ne suis ni naïf sur les motivations, mais je veux quand même les remercier de l'avoir fait, qui finance des associations dont l'objet est la promotion du civisme en ligne. Et les associations, ces associations-là, avaient toutes des moyens d'intervention différents. Certaines font de l'intervention scolaire, certaines créent des contenus attirants sur les réseaux sociaux pour attirer les jeunes publics, pour qu'ils se sensibilisent aux questions. Certaines d'entre elles font du suivi des victimes, c'est-à-dire qu'elles arrivent en fin de chaîne, malheureusement, au moment où la personne a déjà été atteinte par ces contenus, mais pour l'aider et l'accompagner. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, il y a des pratiques de harcèlement en ligne, de violence en ligne, qui n'ont rien de spécifique à Internet. C'est juste qu'Internet est le moyen d'une pratique historique. Je vais vous dire, dans les rencontres que j'ai pu faire dans de nombreux établissements,
et pas que dans le 19e, mais dans le 19e aussi. Certains dirigeants d'établissements m'ont dit cette année, on a eu, dans nos conseils de discipline, aucun renvoi lié à des violences physiques. Par contre, on a eu 2 renvois liés à des violences en ligne, avec des pratiques communautaires d'élèves qui se sont mobilisés sous forme de raids, insultants, parfois racistes, collectivement contre certains élèves de l'établissement. Et là, vous voyez bien qu'on revient à des pratiques de harcèlement scolaire, plus traditionnelles malheureusement, et où bien sûr la seule solution, c'est au sein de l'établissement, créer les conditions du dialogue. Mais pour ceux qui, ici, ont été des parents ou investis dans l'école, vous savez que c'est toutes les questions qu'on a depuis 20 ans sur le racket, sur le harcèlement scolaire, sur les violences à l'école, et qui font que ce n'est pas quelque chose qu'on met au programme, mais que c'est bien quelque chose qui doit être dans les temps de vie scolaire, qui doit être dans le temps de la vie scolaire, qui doit même être l'objet de la vie scolaire et d'un bien vivre ensemble. Ce qu'apporte le numérique de spécifique à cela, c'est la prise de conscience que ce qui se passe dans le numérique, c'est aussi important que ce qui se passe dans le monde physique. Et c'est ça le déclencheur et le déclenchement qu'on essaye d'avoir avec toutes les initiatives portées par le ministère de l'Éducation nationale dans les interventions en milieu scolaire et notamment avec le Clémy sur la prise de conscience que l'information en général, dans le monde physique, qu'est-ce que c'est qu'un journal, qu'est-ce que c'est qu'une source, pourquoi est-ce que je le regarde, qu'est-ce que je pense vis-à-vis d'une information qui me semble douteuse, comment ça s'adapte dans le monde virtuel. Mais ce n'est pas spécifique au monde virtuel. Ce qui est spécifique au monde virtuel, c'est le fait que ça va plus vite, c'est le fait qu'il y en a plus, c'est le fait qu'il y a des masses importantes, et que, je veux dire, j'ai participé à plusieurs ateliers en établissement, en école primaire. En fait, on réapprend aux enfants des choses qu'on leur apprend dans le monde physique. Par exemple, on ne donne pas son nom à quelqu'un qui n'est pas déjà un de nos amis sur le monde numérique. Mais il se trouve que les enfants ont fait tomber certaines des barrières qu'on leur avait apprises parce qu'ils ont l'impression que c'est moins grave dans le monde numérique. Le sujet du partage de la photo, dans le monde physique, on ne la partagerait pas. C'est vrai que dans le monde virtuel, on la partage plus facilement. Vous savez, il y a 5 grands thèmes qui recouvrent quasiment 95% des problèmes qu'on a avec la jeunesse en ligne. Et sur tous ces sujets-là, ça ne nécessite pas de passer de très nombreuses heures, ça nécessite vraiment que cette discussion elle soit régulière dans la famille, régulière dans l'établissement. Et c'est pour ça que, je vais vous le dire simplement, hein, depuis 5 ans, il y a des expérimentations. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est le passage à l'échelle. Alors, dans les temps de vie scolaire, ça fait partie du programme, sur les heures prévues. Sur les programmes scolaires, ça ne s'inscrit pas dans un programme scolaire. Et aujourd'hui, la chance que l'on a, c'est qu'une majorité d'établissements prévoit, au moment du collège et au moment de l'école primaire, au moins 1 à 2 heures dans l'année pour discuter de ces sujets. Évidemment, ça n'est jamais assez. Et ce qui est pire, c'est quand l'enfant n'a que ces 2 heures et qu'il n'a pas d'autres heures en famille. Et donc, il y a un vrai sujet sur cela. Et puis, moi, il y a un autre sujet auquel je crois, qui est que le développement des compétences numériques sur comment fonctionne Internet est aussi de nature à créer des réflexes et à éveiller des réflexes. C'est pour ça que la promotion de l'enseignement de l'informatique tout au long de la scolarité est un élément essentiel pour moi. Je crois que sortir de la naïveté face à un écran est un élément essentiel. Si on comprend que ce qui s'affiche devant moi, c'est stocké sur un serveur, que c'est partageable, qu'un hacker peut aller dessus, on va beaucoup plus loin. En 2018, on a introduit ça au lycée avec l'option de sciences informatiques dès la classe de seconde, ce qui fera que 2 heures par semaine, tous nos étudiants à partir de la rentrée prochaine auront fait une introduction à la programmation, à la façon dont est architecturé le web, qu'on racontera ces 30 ans d'architecture et cette magnifique révolution, qu'on parlera d'intelligence artificielle, qu'on parlera du rôle des sciences dans la société. Ça, c'est essentiel. Ensuite, il y aura la première et la terminale qui permettront d'aller de façon beaucoup plus experte, avec 6 heures par semaine, en option cette fois-ci, pour ceux qui le voudront. Mais l'enjeu maintenant, c'est de réfléchir, et on en parle beaucoup avec le ministre de l'Éducation nationale, au collège et à l'école primaire. Aujourd'hui, il y a des pratiques volontaires, notamment dans les établissements privés, de création massive d'options de cours de code, de cours d'informatique sur les temps non scolaires, et qu'il s'agit de diffuser aussi dans les établissements publics. Mais c'est de plus en plus le cas. Mais ça a un coût parce que c'est nouveau, on n'a pas encore tous les enseignants pour, on n'a pas les intervenants pour. Il y a de nombreuses startups qui proposent des solutions, on a de nombreuses associations à travers la France qui proposent des solutions, mais une meilleure maîtrise technologique, plus une prise de conscience des risques et un dialogue dans la famille, ce sera ça la solution. Ensuite, sur l'information, ce que je rappelais dans le plan d'action et que nous avons beaucoup discuté avec Laetitia Avia, il ne faut pas oublier que ces plateformes, elles ont de la surface. Elles ont un real estate numérique, elles ont une surface sur les écrans.
et que certaines d'entre elles sont prêtes. Alors je ne sais pas si ça passera de façon législative, je ne sais pas si ça passera par une action volontaire des plateformes, mais moi je crois que sur leur espace, si elles ont de l'espace pour la publicité, on doit pouvoir arriver à leur demander de mettre en place un espace pour la sensibilisation. On l'a fait pour les données privées. Aujourd'hui, vous voyez bien que vous avez un écran qui s'affiche. Alors, ce n'est pas le plus agréable pour l'expérience utilisateur, il faut se le dire. Mais sur les comportements à risque, sur les contenus violents et sur le harcèlement, vous êtes peu sensibilisé dans votre expérience de consommateur. Il n'y a pas un moment, une bannière qui vous dit « c'est pas bien ». Encore une fois, Facebook, sur sa lutte pour le civisme en ligne, propose des choses. Je ne les ai pas encore vues. Ils ont proposé de l'argent pour les associations, c'est une bonne chose. Imaginez si tous les acteurs le font, et imaginez s'ils le font durablement et à hauteur de leur véritable activité économique dans le pays, ça pourrait avoir de l'impact. Je vous remercie. Et je crois qu'il est important, même si les plateformes décident de mettre en place des actions appelant au civisme, que quand même les pouvoirs publics restent très impliqués et une bonne partie de la main sur ces actions-là. Je vous remercie. Madame Victory ? Oui, merci. Alors, merci beaucoup pour toutes vos réponses. En vous entendant, je ne sais plus si c'est le pessimisme ou l'optimisme qui l'emporte, parce que c'est assez dingue. Je vais associer à cette question Régis Juanico. Alors, vous avez répondu déjà, mais il y a peut-être des choses un tout petit peu plus précises. Dans une intervention, dans une interview à Libération cette semaine, vous évoquiez le risque d'une alliance d'extrême droite allant des frères Koch aux États-Unis jusqu'aux oligarques russes, avec au carrefour de cette internationale un certain Steve Bannon. Ce dernier aurait l'intention, selon vous, de lever des fonds pour financer des associations, des groupuscules servant son projet idéologique. La semaine dernière, les auditions de notre commission d'enquête étaient orientées sur la lutte contre la cybercriminalité, avec notamment donc, les réseaux sociaux d'extrême droite sur Internet et leurs modalités de financement. Ces réseaux peuvent agir par le biais de forums, et vous en avez parlé, tels que celui des 1225 du site internet jeuxvideo.com, des sites Internet, donc plus largement, des chaînes YouTube, ou encore sur les plus jeunes avec l'application chinoise TikTok. Leurs actions vont du raid, comme celui orchestré en 2017 contre Nadia Dam, journaliste à Europe 1, la publication de Salut Nazi sur TikTok, ou encore la levée de fonds, on en a parlé aussi, pour financer un bateau pour Génération Identitaire visant à entraver les actions des associations. Cette levée de fonds avait récolté près de 200 000 $ par le biais de la plateforme de financement participateur WeSeacher. Donc nous aimerions en savoir davantage encore sur les actions que vous comptez mettre en place. Vous nous en avez dit quand même beaucoup sur ce sujet. Tout d'abord, les plateformes de financement participatif, donc comme Litchi ou Tipeee, pour ne pas les citer. Si ces plateformes ne cautionnent pas les idées d'extrême droite, elles portent une responsabilité en ce sens qu'elles sont un moyen pour ces réseaux de se financer. Et d'autre part, certaines entreprises, pour se financer, utilisent la publicité sur Internet. On en a aussi parlé, sans toujours savoir où ces publicités sont affichées. Certains sites d'extrême droite utilisent ces publicités. Des citoyens conscients de cette dérive ont dénoncé cette pratique, et c'est comme cela que la majorité des contenus publicitaires ont disparu d'un site comme Boulevard Voltaire. Cela pose tout de même la question de la responsabilité des entreprises. On tourne autour, vous nous avez déjà donné beaucoup de réponses. Voilà, donc sur ces deux points, nous aimerions savoir s'il y a encore, si on peut aller un peu plus loin sur la réponse, et sur celle de la responsabilité des entreprises. Mais je vous remercie déjà de toutes les réponses que vous nous avez données. Merci pour votre question. Pardon. On va prendre la question de Mme Fagel aussi. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre exposé, qui était fort complet et moi que j'ai trouvé un peu anxiogène. C'est pas de votre faute, mais je trouve que la situation est assez anxiogène. Vous parlez de révolution culturelle qui a eu lieu avec la découverte du web et de ce que ça pouvait libérer comme espace d'échange, que tout le monde pouvait être connecté, etc. Moi, j'ai l'impression qu'on doit arriver maintenant à une révolution culturelle à rebours, puisque cette haine qu'on n'avait pas envisagée, ou en tout cas qui touchait peu de monde, maintenant touche tout le monde. Et j'ai l'impression qu'on est même passé à une étape supérieure, c'est-à-dire qu'on en était à la haine, donc s'attaquer à l'antisémitisme, au racisme, à l'homophobie, etc. Et maintenant, il y a aussi cette histoire du conspirationnisme qui se répand comme une traînée de poudre. Donc je me demande, est-ce que ça fait partie de la haine? Est-ce que la lutte contre les fake news, contre la théorie du complot qui se répand, est-ce que ça c'est défini dans la haine, ou est-ce qu'il faut engager des nouveaux contrôles et des nouvelles sanctions aussi contre ça? Est-ce que les plateformes sont aussi à l'affût de ce type d'informations? Et s'agissant de la haine, est-ce qu'il y a... quand je vous pose la question, j'anticipe déjà la réponse. Il y a une forme de hiérarchisation. Alors, on s'en rend compte quand on est victime de ça et qu'on va porter plainte. On se rend compte que quand on est victime de menaces de mort, d'insultes racistes et antisémites, et puis d'insultes sexistes,
finalement, les enquêteurs se disent, les insultes, quand je parle de milliers d'insultes, les insultes sexistes, finalement, on va les mettre de côté parce qu'il y a déjà les menaces de mort. Enfin voilà, ce genre de choses, on en est à ce type d'attitude, tellement que c'est énorme parfois. Et donc, on parle de beaucoup d'éducation, donc pour la jeunesse, etc. Mais l'éducation, elle me semble qu'elle doit aussi être plus générale, notamment pour les enquêteurs, pour les magistrats, etc. Donc, est-ce que tout ça est prévu? Et lorsqu'on voit que le site Démocratie Participative s'était autoproclamé site officiel des Gilets jaunes. Donc... Madame Wieniawski, on peut peut-être prendre votre question maintenant. Oui, merci. Monsieur le ministre, merci pour cet exposé très complet. Et merci pour votre enthousiasme aussi. Vous nous avez dit que vous étiez passionné. Je le comprends tant ces nouveaux instruments sont révolutionnaires, entre guillemets. Mais la réaction, je dirais, notre réaction commune à toutes les trois, qui fait preuve, qui témoigne d'un peu d'anxiété, n'est pas neutre. Finalement, nous qui sommes pourtant déjà un tout petit peu éduqués, qui nous intéressons à cette question, nous sommes anxieuses plutôt que... Ça ne veut pas dire que nous ne soyons pas enthousiastes, mais nous sommes anxieuses plutôt que rassurées. Et ce que je souhaitais vous poser comme question, mais j'ai un doute sur ce que vous pourrez nous apporter, encore que, mais ça signifie que c'est peut-être un sujet à ouvrir. Je voudrais savoir si nous avons déjà aujourd'hui une idée de l'impact que la propagation de contenus haineux peut avoir ou a pu avoir, notamment sur les publics jeunes, sur les ados. Est-ce qu'il y a déjà eu des enquêtes qui ont été faites ou est-ce qu'il y a des retours? Je sais qu'au plan judiciaire, c'est très maigre. C'est pourquoi je vous pose la question en termes d'approche autre que judiciaire. Je vous remercie. Avant de vous passer la parole, Monsieur Majoubi, je voudrais savoir, une petite dernière question, comment, à votre avis, on peut lutter contre les bulles de filtre, voilà, qui peuvent contribuer aussi à la radicalisation sur les réseaux? Je vous remercie. CENI qui a mis sous tension un peu notre modèle, parce que c'était la première fois que autant de monde au même moment ont massivement harcelé et insulté une personne sur les réseaux sociaux. Ces avocats et des réseaux d'associations qui le soutiennent ont souhaité déposer des plaintes simultanées dans de très nombreux lieux à travers la France pour le soutenir. Ça pose un défi, mais il faut qu'on soit capable de le relever. Il faut que ces contenus disparaissent et puis il faut qu'on puisse poursuivre ceux qui l'ont fait. Un sujet périphérique à ça, c'est l'identification des auteurs, dont on a un peu parlé tout à l'heure. Cette identification des auteurs, elle est complexe pour les victimes, mais elle est complexe aussi pour les services de police, parce qu'elle passe par une relation avec ces plateformes, qui passe par l'utilisation de procédures qui ont été mises en place au fur et à mesure des années, qui ont évolué. Et j'ai demandé à tester et à voir de mes yeux, donc j'ai vu, on a des procédures 100% numériques ou quasi 100% numériques qui permettent d'aller vite. Mais encore, on fait des procédures papier, sur réquisition sur papier, et qui font qu'on ajoute un temps administratif non nécessaire dans ces procédures-là. Mais ça, chaque équipe régionale qui a été formée au sujet du numérique ne le fait plus et permet d'accélérer les enquêtes. Donc on est sur une courbe d'accélération de traitement des enquêtes, on est sur une courbe d'accélération d'acquisition des informations. Dans la réalité, il faut que ça continue de se poursuivre, mais là-dessus, encore une fois, je reste optimiste. Sur les bulles de filtre, là-dessus, on est face à un défi nouveau et qui est notamment un des sujets qui est en cours de débat, et je vous invite donc à être très engagé sur ce fameux devoir de coopération des plateformes. À quoi il ressemble, ce devoir de coopération des plateformes, dans la fameuse loi de lutte contre la désinformation, non, la manipulation de l'information. Cette loi, elle ne vient pas traiter de ce sujet qui est un sujet plus universel, celui de la bulle de filtre. Mais elle doit créer les moyens d'identifier comment les bulles de filtre peuvent mettre en écho et peuvent créer un enfermement algorithmique autour de contenus manipulatoires qui, eux, auraient compris comment fonctionnent ces algorithmes et les auraient faits. À l'époque de ma présidence du Conseil national du numérique, on avait théorisé, mais donc c'était des travaux théoriques, ce n'était pas des travaux pratiques,
le sujet global, qui maintenant devient un sujet politique, mais qui est émergent, de la loyauté des algorithmes et de la transparence des algorithmes. Aujourd'hui, vous savez que dans le droit français, j'ai eu à le rappeler dans cette maison l'année dernière, au moment de la transposition, dans le moment de l'adaptation du droit français pour RGPD, pour l'exécution du règlement général de la protection des données dans le droit français, de l'utilisation des algorithmes par l'administration dans le cadre des décisions. Nous avons fait le choix, et on l'avons rappelé, que l'administration n'utilise pas d'algorithmes non explicables pour les prises de décision. C'est-à-dire que nous ne sont pas des algorithmes nouvelle génération, auto-apprenants, parce que ceux-là ne sont pas aujourd'hui techniquement auditables, ne sont pas techniquement transparents, et donc on se refuse à les utiliser. Et le Parlement a émis de très nombreuses retenues sur ce sujet en disant qu'il souhaitait être informé régulièrement des recherches qui étaient menées sur ce sujet. Ensemble, il faut qu'on continue d'avancer sur ce sujet de la loyauté des plateformes, de la transparence des algorithmes. On a une prise en compte et une prise de conscience de la nécessité de politiser ce débat. Politiser au sens noble, hein, d'amener en politique ce sujet. Oui, je vous remercie et je vous confirme que le mot politique n'est pas un gros mot. Ah ben je vous le confirme très bien aussi. Je vous remercie. Il y a des actions et il y a surtout beaucoup de réflexions sur le sujet parce que, je vais vous dire assez simplement, quand le complotisme, en fait, il est favorisé par la promotion d'idées venues de l'étranger, avec la volonté de renverser l'État, de brouiller l'État. On sait se structurer, parce qu'il y a un ennemi identifié, il y a quelqu'un qui essaye de déstabiliser notre démocratie. Merci beaucoup. Je vous remercie à tout le monde. Au revoir.